Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Nous allons vous présenter donc une communication qui s'intitule La philanthropie se digitalise, l'altruisme se volatilise, analyse exploratoire des déterminants des dons en ligne. Cette étude a été menée dans le cadre de l'Observatoire de la philanthropie, co-dirigé par le professeur Léo Trespeuch de l'EG-UQTR et par moi-même Elisabeth Robineau de l'ESG-UQAM. Donc la pandémie de coronavirus a fortement modifié les relations entre les organismes sans but lucratif et les donateurs. On observe en effet des modifications au niveau des causes. Les dons d'entreprises, les fondations privées et les individus ont été, tous ces dons-là ont été massivement redirigés vers les organismes en première ligne, principalement vers les banques alimentaires, les causes axées sur la santé mentale, la prévention de la violence, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, etc. Mais aussi d'un point de vue opérationnel, il y a eu des modifications majeures sur le canal des dons et en grande partie ces dons se sont digitalisés. La pandémie a donc conduit les individus à plus utiliser Internet et les réseaux sociaux qui ont permis que ces dons prennent de plus en plus d'ampleur. Et on peut mobiliser des chiffres, on estime que 72% des dons sont aujourd'hui réalisés, que les dons en ligne ont augmenté de 72% entre 2019 et 2020 selon France Générosité. Dans cette recherche, on s'intéresse ainsi aux motivations liées aux dons en ligne. Alors pour illustrer l'intérêt de cette recherche, on peut donner quelques exemples. Par exemple, pour répondre à la disparition de l'argent liquide et à cette façon de faire, on prend l'exemple par exemple des vestes qui ont été données à des sans-abri dans le nord de la France pour permettre qu'ils aient des dons faits sans contact pour leur permettre de récolter des financements. Plusieurs organismes locaux se sont également équipés de terminaux sans fil pour recevoir des dons par carte bancaire dans la rue. Toujours pour faciliter les dons, certaines ONG se sont associées à des interfaces comme Alexia d'Amazon pour permettre aussi les dons par commande vocale. Plus récemment, sont apparus aussi les dons en crypto-monnaie. En effet, certaines ONG ont envisagé aussi de développer cette façon de faire et de créer elles-mêmes leur propre chaîne de blocs, permettant aussi la traçabilité des dons permis par cette technologie, puisqu'elles permettent d'identifier le suivi du don jusqu'à son receveur. Et enfin, un dernier exemple qu'on pourrait prendre, c'est aussi toutes les levées de fonds permises par le gaming caritatif qui a fait son apparition ces dernières années. L'exemple qu'on peut citer, c'est le Z-Event, qui a permis quand même de récolter 3,5 millions de dollars en 2020 grâce à cela. Enfin, il y a une étude récente qui a été menée par Mimouni Chaban et Parguel en 2020 qui montre donc que la possibilité de donner en ligne des points de fidélité à différentes causes améliore notamment l'image RSE de l'entreprise. Donc ces nouveaux formats de dons en ligne sont la réponse, comme vous le comprenez bien, à une évolution du monde où on passe de plus en plus de temps devant nos ordinateurs et aussi à la disparition de l'argent physique. On estime que 85% des transactions en Chine sont réalisées de manière complètement dématérialisée. Donc ces changements bien sûr ont des conséquences sur les formats de dons traditionnels entre particuliers et à l'égard des campagnes classiques aussi, ça les bouleverse. Que va devenir la traditionnelle récolte des opérations pièces jaunes qu'on a connues autrefois. Donc voilà, c'est l'objet de notre recherche. Parallèlement, pour étayer notre intérêt, la firme Épisode a récemment sorti un état des lieux des pratiques et des profils des internautes actuels au Québec, les profils des donateurs, que ce soit au niveau des matures, des baby boomers, de la génération X et de la génération Y, comme vous le voyez, il y a un grand intérêt pour que la plupart d'entre eux utilisent les réseaux sociaux et Facebook
de plus en plus dans leur quotidien. Et comme vous le voyez pour la génération Z, c'est la façon dont ils conçoivent le don uniquement en ligne. Donc, quel est le rôle de l'altruisme dans tout ça par rapport au besoin de faire une bonne impression sur les réseaux sociaux, dans l'intention de réaliser un acte philanthropique en ligne? C'est l'objet précis de notre recherche et je vais vous expliquer comment nous sommes venus à cette question de recherche par rapport au clivage qu'il y a dans la littérature. En effet, la littérature académique qui porte sur les déclencheurs de dons, c'est peut-être découpé en deux parties. Alors, il y a toutes, et on voit des divergences importantes, donc il y a toutes les recherches qui se sont intéressées aux traditionnelles variables sociodémographiques, avec les travaux de Bennett en 2003, de Michel et de Renier en 2012, de Sargent et Hilton en 2005. Il y a aussi d'autres études qui se sont intéressées aux déterminants psychographiques, tels que la confiance à l'égard de l'organisme au travers des travaux de Morgan et Hunt en 1994. Donc ces travaux appliqués au champ des médias sociaux ont mis quand même en évidence que dans les réseaux sociaux, les médias sociaux, la confiance apparaît comme étant essentielle pour amener à bien l'interaction en ligne entre la cause et le donateur. Elle influence cette confiance, l'intensité de l'activité de réseautage et le partage d'informations. Dans ce cas, le concept de conformisme et de besoin d'appartenance au groupe sont aussi des déterminants clés sur les réseaux sociaux. Ceci a été montré par Kotler et ses collègues en 2016. Donc il y a une grande importance de l'identification sociale de l'individu qui va refléter la mesure avec laquelle il va être perçu comme étant lié au groupe, et ça sera également une variable du don en ligne. Donc cette identification va se nourrir dans la vision de son soi, de son self-view, son soi réel vis-à-vis des autres, mais aussi de la cause. Ça, ce sont les travaux de Brewer et Gartner en 1996 qui ont montré cela. En effet, on peut tout à fait comprendre que les dons en ligne peuvent être visibles et partagés sur les réseaux sociaux. Ils permettent alors au donateur d'envoyer un message à la communauté à laquelle il appartient et ça va améliorer son e-réputation. Donc, à travers les dons en ligne, les donateurs peuvent mettre de l'avant un certain statut et nourrir son self-view. Ce sont aussi les travaux de Christophersen et ses collègues en 2014 qui ont montré cela. Et il va y avoir une contrepartie en termes de réputation et de statut qui va apparaître. Et ça rejoint les travaux précurseurs de Moss 1924-1950 qui avait déjà souligné que le don parfait n'était pas possible et bien sûr qui avait mené la théorie du don contre don. Et à l'opposé de ce courant-là, on a tout un courant de littérature qui au contraire dit que non, il y a le véritable don altruiste existe, le don désintéressé est possible. Et c'est Sprecher et Fert qui soulignent ça en 2005. Donc certains chercheurs comme Brunet et Wood en 1988 ont effectivement soutenu la thèse et ont défendu l'idée que la motivation altruiste alimentée par l'empathie était primordiale dans l'acte de don et ce qui pouvait primer. Donc notre question de recherche a porté principalement sur ce déclencheur-là. Quel est le rôle de l'altruisme par rapport au besoin de faire bonne impression sur l'intention de réaliser un acte philanthropique en ligne? Je laisse maintenant la parole à Léo pour la suite. Merci pour cette première partie. Donc, comme l'a dit Elisabeth, il y avait un débat dans la littérature entre est-ce que le don est basé sur des motivations altruistes ou des motivations de faire bonne impression et de se construire une identité virtuelle. Donc, pour essayer de trancher ce débat et de contribuer à la littérature existante, eh ben, on a réalisé un questionnaire, on a fait donc une enquête quantitative en ligne. On l'a faite sur un questionnaire qui était à la fois en anglais et à la fois en français. Le répondant pouvait choisir, ce qui nous a permis de regarder, de s'intéresser aussi aux différences culturelles entre les anglophones et les francophones.
Notre échantillon est composé de 144 donateurs francophones et 186 donateurs anglophones. Donc il y avait toute une première partie avec des questions filtres sur la quantité de dons réalisés dans l'année en cours, l'organisme à qui était destiné le don, donc plusieurs questions filtres pour s'assurer de bien avoir des donateurs. Dans ce questionnaire, donc, on a utilisé deux échelles, donc l'échelle de l'altruisme de Sprecher et Fer 2005, donc, qui a été évoquée dans la revue de littérature, et de l'autre côté l'échelle du besoin de faire une bonne impression de Pelozza, White et Chang en 2013, donc pour voilà, avoir deux échelles qui correspondaient à deux groupes de chercheurs au sein de la littérature. Les résultats, vous les voyez apparaître à l'écran, donc avec de fortes disparités culturelles, avec un altruisme et un besoin de faire une bonne impression qui vont influencer l'intention d'actes philanthropiques en ligne. Donc l'acte philanthropique en ligne qui peut être de partager une cause sur les réseaux sociaux, de réaliser un don financier en ligne, de partager le fait qu'on a réalisé un don. Donc voilà, il y avait plusieurs items donc en partie basés sur l'échelle de la participation, donc pour essayer d'avoir une vue globale de l'acte philanthropique. Ce que l'on peut voir, donc, c'est qu'il y a vraiment l'altruisme et le besoin de faire une bonne impression, ils ont presque une influence égale. Donc on a pour l'altruisme 0.311, tandis que pour le besoin de faire une bonne impression 0.273. Donc ils vont jouer presque quasiment de manière égale sur l'ensemble de notre échantillon. Mais quand on regarde les francophones et les anglophones, l'altruisme va être plus présent chez les francophones et le besoin de faire une bonne impression va être plus présent chez les anglophones. Donc ce qui est le slide suivant. On peut revenir au slide précédent. Donc ce qui est cohérent avec la littérature sur le sujet, que dans la tradition anglophone d'origine protestante, le don est ancré dans la société et le contre-don, il va être visible. C'est-à-dire que historiquement, on donnait à notre église de quartier et l'église s'investissait dans des projets locaux. Tandis que dans la culture francophone, le don, une partie du don allait au Vatican et donc on pouvait pas, le donateur ne pouvait pas voir directement le contre-don de son don. Donc ça c'est une première explication issue de la littérature. Une deuxième explication, c'est que dans la culture, les sociétés francophones, donc là c'était le Québec et la France, il y a un fort taux d'imposition. Donc une grande partie de la valeur ajoutée créée part en impôts, et donc les individus, les citoyens, estiment que l'État doit prendre en charge un certain nombre d'aspects de la vie, de la société, donc l'éducation, la pauvreté, le chômage, la vieillesse, donc qui doivent être pris en charge par le politique. Tandis que dans la culture anglophone, donc les États-Unis et le Canada anglophone, le taux d'imposition est plus faible et donc du coup l'État naturellement peut moins prendre en charge d'aspects de la vie des citoyens, et donc c'est pour ça aussi que le besoin du milieu philanthropique est beaucoup plus important et il y a beaucoup plus d'enjeux dans le monde anglophone. Donc ça c'est ce qui peut expliquer pourquoi le reste du Canada donne régulièrement plus, comme le montre la firme Épisode, tous les ans dans leur baromètre. Les autres aspects des résultats de notre recherche, c'est la catégorie d'âge, donc qui avait une faible incidence sur l'altruisme et sur le besoin de faire une bonne impression. On avait aussi regardé le revenu qui là avait par contre une forte incidence. Donc naturellement les gens qui ont plus d'argent peuvent plus facilement donner. Donc suite à ces résultats, nos préconisations managériales, c'est qu'il faut adapter les campagnes de collecte de fonds suivant les cultures.
naturellement. Donc pour une collecte de fonds en anglais, eh bien, il va falloir mettre à disposition des outils pour que l'individu puisse construire son identité virtuelle. Donc qu'il puisse facilement partager son don sur les réseaux sociaux, que la fondation ou l'OBNL puisse mettre de l'avant ses donateurs, puisse les valoriser, puisse organiser des événements réservés aux donateurs. Donc il faut qu'il y ait ce caractère visuel et permettre vraiment aux donateurs d'améliorer leur e-réputation. Pour le côté francophone, donc qui est plus basé sur l'altruisme, il va falloir davantage valoriser les dons qui sont faits et la différence que chaque don va réaliser sur la cause. Il faut mettre en avant la cause, mettre en avant les résultats, il faut communiquer régulièrement sur les actions qui sont réalisées par la Fondation ou l'OBNL. Donc il va y avoir ce travail de valorisation de la Fondation et de l'OBNL à mettre en place grâce à la présence sur les réseaux sociaux, grâce au site internet, grâce à des infolettes, donc grâce à tous les outils du marketing numérique qui sont à disposition des fondations et OBNL. Mais je vous remercie pour votre attention. Donc c'est une première recherche, c'est un volet exploratoire et donc nous sommes naturellement ouverts aux remarques, aux critiques, aux voies de recherche pour améliorer et continuer de creuser ce domaine qui est passionnant. Il y a un rapport récemment qui a montré que les dons en ligne ont doublé cette année. Donc on est sur une tendance forte et donc tous commentaires seront bienvenus par email ou dans le chat ou à l'oral. Nous attendons vos remarques. Merci beaucoup.